Le jour de ma remise de diplôme, je n'ai pas foulé la scène. Je me suis effondré avant même d'avoir atteint la première marche. Un instant, le public m'acclamait. L'instant d'après, le monde s'est mis à tourner, et j'ai heurté le sol, ma toque roulant au loin comme si elle tentait de s'échapper de la scène avant moi. Quand j'ai ouvert les yeux, les lumières aveuglantes de l'hôpital brillaient au-dessus de moi. Ma toque était encore sur moi. Mes mains tremblaient, et la voix du médecin a transpercé tout comme une lame froide. Nous avons appelé vos parents, Victoria, mais personne n'a répondu. Personne n'est venu alors que j'étais allongée là, à peine consciente, branchée à des machines. Mes parents étaient dehors, souriant devant des photos ensoleillées, faisant comme si leur fille ne venait pas de s'effondrer devant des centaines de personnes. Des jours plus tard, toujours faible. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, 73 appels manqués, tous me suppliant de l'aider. « Victoria, nous avons besoin de toi. » Mais cette fois, j'ai finalement dit non. J'ai grandi dans une maison où l'amour obéissait à des règles tacites, inégales et toujours à l'écart de moi. De l'extérieur, nous ressemblions au genre de famille que les gens enviaient. Clôture blanche, jardin impeccable, carte de Noël souriante. Mais au fond de moi, j'ai très tôt compris que ma valeur passait après les autres, parfois même après, et souvent sans aucune importance. Ma mère, Grace, adorait mon petit frère, Brandon, comme s'il était de verre. Il est sensible, disait-elle toujours en lui caressant les cheveux. Il a besoin de beaucoup d'attention. Et mon père, Thomas, m'avait préparé un rôle bien avant que je le comprenne. Victoria est la forte, avait-il fièrement annoncé. Mais cela n'a jamais sonné comme un compliment, plutôt comme une injonction. Être forte, c'était aider son frère. C'était ne pas se plaindre. C'était tout encaisser et sourire. Bref, je me souviens d'avoir 8 ans quand Brandon a cassé le vase préféré de maman. Il a éclaté en sanglots, des larmes dramatiques et immédiates. J'ai essayé de m'expliquer, mais papa m'a interrompu d'un soupir. « Victoria, prends tes responsabilités. Ton frère ne supporte pas le stress comme toi. » Ce soir-là, j'ai ramassé les morceaux de verre toute seule pendant que Brandon se servait un dessert supplémentaire. Les anniversaires, c'était toujours la même chose. Sa fête était grandiose, décoration, gâteau à thème, 20 enfants hurlants et un château gonflable loué. La mienne, un petit gâteau sur une assiette en carton et on fêtera ça comme il faut l'année prochaine, ma chérie, las. L'année prochaine n'est jamais venue. Mon pire souvenir, cependant, reste cet hiver où j'ai eu une fièvre si forte que je ne pouvais plus lever la tête. Allongé sur le canapé, je tremblais tandis que mes parents s'affairaient à préparer Brandon pour son spectacle de fin d'année. « Sois forte, Victoria », me disait ma mère en fourrant son costume dans sa housse. « On ne peut pas laisser tomber ton frère. » Ils m'ont laissé seul dans le salon plongé dans la pénombre, le bruit du radiateur qui cliquetait en arrière-plan et les ombres qui s'étiraient sur les murs. Je fixais la porte d'entrée, attendant qu'elle s'ouvre à nouveau. Elle ne s'est pas ouverte. C'est peut-être cette nuit-là que j'ai compris pour la première fois ce que c'était que de s'effondrer. Mais à ce moment-là, ce n'était pas mon corps qui en souffrait. C'était quelque part, plus silencieux, plus profond. Quand j'ai commencé mes études supérieures, j'ai porté cette leçon comme un fardeau. S'il y avait quelqu'un à sauver, ce serait toujours moi. S'il y avait quelqu'un à sacrifier, ce serait toujours moi aussi. Je ne le savais pas alors, mais mon enfance ne s'est pas contentée de me façonner. Elle m'a préparé au jour où je m'effondrerais sur scène. Le jour où mes parents m'ont enfin prouvé à quel point ils n'avaient jamais eu l'intention d'être là pour moi. Quitter la maison pour l'université, c'était comme respirer un air pur. L'Ohio n'avait rien de glamour, et ma chambre d'étudiante était petite. Mais elle était à moi. Plus de Brandon qui claque les portes. Plus de maman qui me confie des tâches ménagères pesantes. Plus de papa qui me rappelle que j'étais la plus forte. Pour la première fois, je me suis réveillée dans un monde qui ne me demandait rien. Du moins, c'est ce que je croyais. Je cumulais 2 emplois pour payer mes études et je travaillais le matin à la cafétéria du campus et la nuit à l'hôpital comme aide-soignante. C'était épuisant, mais c'était ma fatigue, pas une fatigue héritée ou imposée. Et dans l'Ohio, les gens me voyaient vraiment. Il y avait Nina Carter, ma collègue bruyante et sarcastique qui me fourrait des sandwichs dans les mains quand je sautais des repas. Mange, Vic. Tu es humaine, pas une pile rechargeable. Et Elliot Brox, le type de mon cours d'anatomie qui avait toujours 2 crayons de rechange parce que, selon lui, Victoria perdait toujours les siens. Ce n'était pas ma famille. Mais pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait le soutien. Offert, pas exigé. Mais mon passé avait des répercussions importantes. La première fois que ma mère a appelé pour me demander de l'argent, j'étais en train de ranger du matériel de laboratoire. Elle n'a même pas dit bonjour. Victoria, la facture d'électricité est en retard. Les heures de travail de ton père ont été réduites. Tu peux payer ? J'ai hésité.
2 secondes. Le temps que sa voix se fasse plus aiguë. Ne t'inquiète pas, Victoria. Ton frère est déjà assez stressé. On compte sur toi. J'ai eu la nausée. Le poids de mon passé m'avait même rattrapé à 3 états de distance. J'ai fait le virement. La semaine suivante, c'était la réparation de la voiture de Brandon. Puis un paiement par carte de crédit. Ensuite, il a fallu louer un appartement parce que le colocataire de Brandon a disparu. Et deuxièmement, à chaque fois, j'envoyais ce que je pouvais, parfois même ce que je ne pouvais pas. Enfin, elle l'a remarqué avant moi. « Tu es pas là nouveau ?» a-t-elle dit en me tendant une barre protéinée. « Tu dois ralentir. » Mais ralentir signifiait des factures, et les factures signifiaient des appels de la maison. Et les appels de la maison signifiaient des séances de culpabilisation auxquelles j'avais été conditionné à obéir. Un soir, pendant une session de révision à la cafétéria, mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Ton frère a besoin de $300 pour ce soir. Il s'inquiète. Sois une bonne sœur. Je l'ai fixé pendant une minute entière avant de verrouiller mon téléphone et de le poser face cachée sur la table. Elliot m'a regardé en silence. Laisse-moi deviner. Encore ta famille. Je n'ai pas répondu parce que je le savais déjà, même assise dans un nouvel état avec de nouvelles personnes, en train de construire une nouvelle vie. La même vieille vérité me suivait comme une ombre. Je pouvais quitter la maison. Mais la maison ne m'avait jamais vraiment quitté. Et quelque part en moi, pendant les longues journées de travail et les sourires forcés, les fissures ont commencé à apparaître. Je ne savais pas jusqu'où cela irait, ni à quel point j'étais déjà au bord de l'effondrement. Le stress ne survient pas comme une tempête. Il s'insinue sournoisement, patiemment, invisiblement, jusqu'au jour où l'on se réveille et réalise que le sol s'est déjà dérobé sous nos pieds. Pour moi, les fissures ont commencé discrètement. La première fois, j'étais en train de noter les constantes vitales à l'hôpital. Mon écriture tremblait vraiment, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de coude. J'ai cligné des yeux, j'ai réessayé, mais le stylo tremblait entre mes doigts. « Victoria » a dit la voix d'Elliot derrière moi. « Ça va ?» J'ai esquissé un sourire forcé, juste fatigué. Mais la vérité était bien pire. Quand je me suis levé, la pièce a basculé. Les murs blancs se sont courbés comme des vagues de chaleur. Mon pouls battait la chamade. Je me suis agrippé au comptoir et j'ai fait semblant d'avoir laissé tomber quelque chose. C'est passé. Mais au lieu de me reposer, j'ai regardé mon téléphone. 3 appels manqués de maman. 2 SMS de Brandon. Il me faut $250 aujourd'hui. Dépêche-toi, Vic. Ne complique pas les choses. Je suis stressé. J'ai fait le virement. Les problèmes se sont aggravés. Certaines nuits à l'hôpital, j'étais tellement épuisé que j'avais les jambes en compote. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai grimacé, croyant m'être évanoui. Mais chaque fois que je prenais mon téléphone pour demander de l'aide, les premiers messages que je voyais étaient toujours des demandes. Jamais. Comment vas-tu? Jamais. Ça va? Toujours. On a besoin de toi. Un soir, pendant mon service de nuit, Nena m'a jeté une tasse de soupe devant le nez. Tu n'as pas mangé, encore une fois. Vic, tu deviens grisonnant. Ça va? Ai-je répondu machinalement. Non, ça ne va pas, a-t-elle rétorqué en croisant les bras. Tu es à bout de force. Ce n'est pas normal. Mais j'avais grandi dans un monde où l'épuisement était la norme, où mon confort était optionnel, et où le mot « non » ne m'appartenait pas. Alors je l'ai ignoré jusqu'à ce que la nuit bascule. Il était presque minuit. Je venais de quitter l'hôpital. Ma blouse me collait à la peau, j'avais un mal de tête terrible. Mon téléphone vibra. Je m'attendais à une nouvelle demande d'argent. Au lieu de cela, il y avait une photo. Brandon, mes parents, un barbecue dans le jardin, la lumière du coucher de soleil, des assiettes débordantes de travers de porc et de hamburgers. Tous les 3 souriaient comme dans une publicité. Et la légende, enfin une journée en famille sans les drames de Victoria. Je me suis arrêté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, sur le trottoir. J'avais la gorge nouée. Un vent froid m'a fouetté le visage, mais la vraie douleur venait de quelque chose de plus profond. Une douleur familière, comme celle que je ressentais enfant, malade, à attendre sur un canapé sombre une porte qui ne s'ouvrait jamais. J'ai verrouillé mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Non, il n'était pas là. Elliot n'était pas là. Aucun médecin n'aurait pu diagnostiquer ce que cet instant me faisait ressentir, car ce n'était pas un burn-out. Ce n'était pas du stress. C'était comme le craquement d'une planche de parquet dans ma poitrine. Un avertissement, l'effondrement était imminent. Je ne savais tout simplement pas que cela allait arriver. Aux yeux du monde, le matin de la remise des diplômes semblait parfait. Un ciel radieux, des banderoles flottant au vent, une foule en effervescence. Une journée faite pour célébrer. Mais intérieurement, je me sentais vide.
Mes mains tremblaient tandis que je posais ma toque. Le miroir reflétait une fille qui me ressemblait, mais pâle, les yeux cernés, les lèvres pâles, une raideur dans sa posture qui murmurait. Ne t'effondre pas. Je me disais que c'était le trac. Ça ne pouvait être que ça. La pelouse du campus débordait de familles tenant des ballons et des fleurs. Des mères pleuraient, des pères filmaient, des frères et sœurs applaudissaient. J'ai balayé la foule du regard. Rien. Non, Grace. Non, Thomas. Non, Brandon. J'ai vérifié mon téléphone. Maman, la circulation est infernale. On arrive bientôt. Papa, vas-y, passe. À plus tard. J'ai ravalé la douleur qui me montait à la gorge. Ils l'ont promis. Fais-leur confiance. Ma phrase s'est terminée. Des applaudissements ont retenti dans le stade. Les étudiants se sont dirigés vers la scène. Chaque pas me pesait davantage. Quand le speaker a annoncé le nom qui précédait le mien, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. Mon pouls s'est accéléré. Ma vision s'est brouillée. J'ai inspiré profondément. Pas maintenant, s'il vous plaît. Pas maintenant. Suivant. Victoria, bonjour. J'ai fait un pas en avant. Le monde est resté figé. Les lumières de la scène se sont estompées en halos lumineux. Le sol a basculé à gauche, puis à droite, comme si la terre elle-même refusait de me soutenir. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois, mais le vertige m'a submergé comme une vague. Un bourdonnement a empli mes oreilles. Le ciel s'est assombri. Les visages se sont fondus en un tourbillon de couleurs. J'ai senti mes genoux flancher. Non, non, non. Le murmure m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Puis tout a disparu. Un cri, des mains qui m'agrippent, des voix qui se superposent. Appelez le 911. Elle est inconsciente. Raculaz. Mon corps a heurté l'herbe. Froide et impitoyable. J'ai entendu quelqu'un plairer. J'ai compris que c'était moi. À mon réveil, j'avais le nez plein d'antiseptiques. Des moniteurs qui bipaient m'entouraient comme un battement de cœur auquel je ne faisais plus confiance. Une couverture chaude recouvrait mes jambes, mais j'étais encore gelé. Un médecin s'est penché sur moi. Victoria, vous m'entendez? J'ai hoché faiblement la tête. Où vous êtes? Effondré, épuisé, déshydraté, avec un rythme cardiaque accéléré. Votre corps a été soumis à un stress extrême pendant longtemps. Sa voix s'est adoucie. Vous avez de la chance de ne pas vous être effondré seul. Ma gorge s'est serrée. J'ai forcé la question à sortir, même si je savais que la réponse serait douloureuse. Mes parents viennent-ils? Le médecin a hésité suffisamment longtemps pour tout me dire. Nous les avons appelés plusieurs fois. Personne n'est venu. Quelque chose en moi s'est brisé, pas bruyamment, mais dans un silence dévastateur. Le genre de pause que l'on ne remarque que lorsque l'on a du mal à respirer. Des heures plus tard, alors que la chambre s'assombrissait et que je pouvais enfin tourner la tête sans avoir l'impression de m'évanouir, j'ai attrapé mon téléphone. Un autre message. Brandon avait posté une photo. Mes parents souriaient, riaient, des assiettes débordantes de nourriture. Un lac ensoleillé en arrière-plan. Légende, une belle journée en famille. Pas de drame pour une fois. Ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages. Ils ne se sont pas précipités vers moi. Ils n'ont pas pensé à moi du tout. Ils ont fait la fête. Alors que j'étais inconsciente, en blouse d'hôpital, j'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes larmes l'écran se brouilla. Non par tristesse, mais par lucidité. Ce n'est pas mon effondrement qui m'a brisé, mais leur absence. Et je ne le savais pas encore. Mais le véritable effondrement, celui qui allait bouleverser ma vie, n'avait même pas commencé. Je suis sorti de l'hôpital 2 jours plus tard. J'en suis ressorti les jambes tremblantes, un sac de médicaments à la main, avec une lourdeur indéfinissable dans la poitrine. Le monde semblait identique. Les voitures passaient, les gens parlaient, l'air printanier était chaud sur ma peau. Mais quelque chose en moi avait changé d'une manière irréversible. Arrivé à mon appartement, je me suis effondré sur mon lit sans même prendre la peine d'enlever mes chaussures. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à ne rien faire. Ni travail, ni études, ni réponse, juste respirer. Mais le silence fut de courte durée. Mon téléphone vibra 1 fois, 2 fois. Puis, sans cesse, avec une violence inouïe, l'appareil se mit à vibrer contre ma table de chevet comme s'il cherchait à s'accrocher à mes mains. Irrité, je finis par le décrocher. Mon écran afficha 75. Appels Monks. Mon estomac s'est noué. Maman, papa, Brandon, la maison. Ces noms se répétaient des dizaines de fois. Puis les messages sont arrivés. Des centaines, un par un. Victoria, pourquoi tu ne réponds pas? C'est grave. Rappelle-moi tout de suite. Tu ne peux pas nous ignorer comme ça. Brandon a besoin d'aide. Tu dois répondre. Bien sûr, ça n'avait jamais été à propos de moi. Pas quand je me suis effondré. Pas quand j'étais seul aux urgences.
Pas quand ils ont publié des photos de moi en train de faire la fête sans moi. Mais maintenant, ils avaient besoin de quelque chose. J'ai remonté jusqu'au premier message, espérant naïvement que l'un d'eux aurait pris de mes nouvelles plus tôt. Rien. Pas un seul appel pendant mon séjour à l'hôpital. J'ai eu un frisson. Puis j'ai ouvert la photo que papa avait envoyée. Ce n'était pas une photo d'eux. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas humain. C'était une capture d'écran d'une banque. Un prêt, un très gros prêt à mon nom. J'en ai eu le souffle coupé. J'ai regardé à nouveau, zoomant jusqu'à ce que les pixels se brouillent. Ma signature. Mais ce n'était pas elle. C'était une numérisation de mon ancienne. Ma signature. Celle que j'avais utilisée il y a des années sur une demande de location, avant d'entrer à la fac. Une signature que je n'avais pas utilisée depuis une éternité. Une signature dont seuls mes parents possédaient une copie. Mes mains tremblaient sous le choc de la réalisation. Ils avaient falsifié ma signature. Ils avaient contracté un prêt à mon nom. Ils avaient appelé parce que la banque avait besoin d'une confirmation. Ma confirmation. Et si je ne la donnais pas, la totalité du prêt leur reviendrait. Ils ne voulaient pas de moi. Ils voulaient avoir accès à mes ressources. J'avais la gorge en feu, partagée entre le chagrin et la colère. Un autre message est apparu. Maman, Victoria, ne sois pas dramatique. Écris juste sous la confirmation. Brandon a fait une erreur. Répare ça pour lui. Répare ça. Aide-le. Répare leur désastre. Toujours moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai fixé le plafond. Les larmes coulaient sur mes joues. Non pas de tristesse, mais à cause de la lucidité soudaine et terrifiante de toute ma vie. Pendant 26 ans, j'ai cru être leur fille. Mais à cet instant précis, j'ai compris exactement ce que j'étais pour eux. Une ressource, un plan B, un nom à utiliser. Et au lieu de répondre, j'ai envoyé un message à la seule personne qui m'avait jamais soutenu. Nina, tu peux venir? J'ai besoin d'aide. Et pour la première fois de ma vie, ces mots n'ont pas sonné comme un échec. Ils ont sonné comme le début de quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à vivre. La liberté. 20 minutes plus tard, elle est arrivée. Elle n'a pas frappé. Elle est simplement entrée, les yeux écarquillés dès qu'elle a vu mon visage. Vic, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tendu mon téléphone. Elle a fait défiler les messages en silence, son expression passant de la confusion à la colère, puis à une expression proche de l'indignation. Victoria, a-t-elle murmuré. C'est une arnaque. Le mot m'a transpercé comme un poignard. Une arnaque. Quelque chose d'illégal. Quelque chose de réel. Quelque chose que je n'imaginais pas, que je n'exagérais pas. Mais c'est ma famille, ai-je dit faiblement. Exactement, à Sifilna. Et ils ont quand même fait ça. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit, sa voix ferme mais déterminée. On ne les laissera pas te ruiner. Plus jamais. Elle m'a aidé à ouvrir mon ordinateur portable et à appeler un avocat spécialisé en droit financier qu'elle connaissait par l'intermédiaire de sa cousine. Mes mains tremblaient sans cesse. Je devais tenir le téléphone à deux mains pour éviter qu'il ne tombe. Quand l'avocat est apparu à l'écran, il n'a même pas sourcillé lorsque je lui ai montré les documents du prêt. Cette signature est scannée, a-t-il dit. Claire, professionnelle, sécurisée. Il n'avait aucun droit légal. Tu n'es pas responsable. Il se faisait passer pour toi. C'est une usurpation d'identité. Une usurpation d'identité? Un silence pesant s'est installé, mais cette fois, ce n'était pas dû à la fatigue. C'était une révélation. Tout. Ce que j'avais ignoré, tout ce que j'avais excusé, tout ce que j'avais pardonné, tout s'est effondré en une seule vérité. Il ne m'aimait pas, il profitait de moi. L'avocat m'a guidé pas à pas, m'expliquant comment tout documenter, protéger mes comptes, prévenir la banque et quoi faire si mes parents essayaient de me recontacter. Dis-leur, dit-il fermement, que tu es au courant de la falsification et que tu porteras plainte s'ils persistent. Mon cœur battait la chamade. Porteur plainte contre mes propres parents. Rien que d'y penser, quelque chose se tordait en moi. Na me serra l'épaule. Tu te proteges, Victoria. Ce n'est pas un crime. Le lendemain matin, mon téléphone sonna de nouveau. Le même numéro. La même sonnerie que j'avais appris à redouter. Na me fit signe de la tête. Réponse. Mais en mode haut-parleur, j'appuyais sur « Accepter ». La voix de maman retentit. « Victoria, enfin. Où étais-tu passée ?» On s'est terriblement inquiété. Inquiet, n'est-ce pas? Je gardais mon calme. J'étais à l'hôpital. Silence. Un silence pesant, éloquent. Puis quelqu'un s'éclaircit la gorge. Oui, bien sûr. Mais Victoria, écoute. Brandon a un problème. La banque refuse de nous parler sans toi. Tu dois régler ça. Regular. Toujours réglé.
La voix de papa suivit. Grave et impérieuse. Victoria, sois raisonnable. Appelle la banque. Confirme le prêt. Je sentis mon pouce accélérer, mais pas de peur cette fois. Papa, dis-je lentement. Tu as utilisé ma signature une fois. Et puis on ne l'a fait que parce que tu es responsable. Maman Sefra. Tu sais bien que Brandon ne supporte pas ce genre de choses. Je m'effondrai. Mon corps me lâcha. Un autre silence. La voix de maman s'adoucit. Mais c'était la douceur d'un couteau avant de trancher. Chérie, ne fais pas cette chose horrible. Fais ce qu'il faut pour ta famille. Famille. Ils adoraient ce mot. Ils s'en servaient comme d'une arme. Papa grogna dans le téléphone. Si tu ne nous aides pas, on risque de tout perdre. Pour la première fois de ma vie, je ne broncha pas. J'ai parlé à un avocat, dis-je d'une voix plus assurée que je ne l'étais. Ce que tu as fait est illégal. Tu as falsifié ma signature. Si tu me recontactes à propos de ce prêt, je porterai plainte. Maman Halida. Tu nous menaces. Je me protège. La voix de papa se transforma en un rugissement. Ton enfant ingrate. Ma main trembla, mais Nena murmura. Dis-le. Dis-le, Victoria. J'ai inspiré profondément. Je ne suis pas ta solution. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Je ne vais pas arranger ça. Plus maintenant. La voix de maman s'est brisée en sanglots frénétiques. Victoria, s'il te plaît. L'avenir de ton frère. Non, ai-je murmuré. Un simple mot. Un mot que je n'avais jamais eu le droit de prononcer. Non. Et j'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Le silence. Un silence si profond que j'entendais mon cœur battre. Eh bien, expire profondément. Tu l'as fait. J'ai couvert mon visage de mes mains. Non pas par honte, mais par libération. Une libération pure, terrifiante, magnifique. Pour la première fois de ma vie, je ne me libérais pas. Je me librai. Et quelque part au fond de moi, une nouvelle vérité a commencé à se dessiner. S'ils voulaient une poupée, ils auraient dû choisir quelqu'un qui ne savait pas couper les fils. Appuyer sur le bouton rouge ne donnait pas l'impression de mettre fin à une conversation. C'était comme mettre fin à une vie d'être possédé. Mais la liberté, j'ai appris, a des échos. L'instant où la conversation s'est terminée. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le choc d'entendre ma propre voix prendre ma défense. Elle m'a entouré de son bras, me ramenant à la réalité. Respire, Vic, a-t-elle murmuré. Tu n'as rien gâché. Tu as juste cessé de les laisser te détruire. Pour la première fois depuis des jours, mes poumons se remplissaient enfin. Mais je n'en avais pas fini. Pas encore. Il restait des liens à couper. Des liens qu'ils avaient tissés autour de moi si étroitement que je ne savais même plus où je finissais et où ils commençaient. Alors que Nena préparait le café comme si elle se préparait à une opération chirurgicale émotionnelle, j'ai ouvert mon ordinateur portable, mon compte bancaire, ma messagerie, mon forfait téléphonique, mon ancienne assurance, tous les comptes partagés auxquels j'ignorais qu'ils avaient encore accès, et j'ai commencé à les couper un par un. J'ai d'abord changé mon mot de passe. Puis j'ai supprimé mon numéro de secours. Ensuite, j'ai désactivé tous les appareils associés au nom de mes parents. Chaque clic était une libération. Chaque confirmation était une respiration. Chaque « êtes-vous sûr ?» donnait l'impression que le système me demandait si je voulais me sauver. Oui, j'en étais sûr. À midi, j'avais tout coupé. Vint ensuite l'étape la plus difficile, appeler la banque. Je leur ai envoyé le rapport de l'avocat, les faux documents, la chronologie, tout. La personne au téléphone était compatissante. Mademoiselle Aïe, nous comprenons. Vous n'êtes pas responsable de ce prêt. Nous allons signaler votre compte pour fraude. Pour me protéger de mes propres parents. Quand j'ai raccroché, Nena m'a fièrement serré l'épaule. Ça y est. Ils ne peuvent plus te toucher. Mais elle se trompait. Ils peuvent encore essayer. Mon téléphone vibra de nouveau. Des messages malgré le blocage d'appel. Numéro inconnu. Victoria. Réponse. On est désespéré. Encore un. Tu détruis cette famille. Encore un. Tu nous dois ça après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait. J'ai ri en entendant un petit bruit sans joie au moment où je sortais. N'a a jeté un coup d'œil. Numerous anonyms. Oui. Elle a tendu la main. Donne-le-moi. Je lui ai donné mon téléphone. Elle avait bloqué tous les messages, tous les numéros, toutes les failles. Puis elle a délicatement remis le téléphone dans ma main, comme on confie un objet fragile à quelqu'un qui réapprend à le tenir. Tu choisis qui a accès à toi, a-t-elle dit. Et aujourd'hui, tu as choisi de te connaître toi-même. Plus tard dans la soirée, un SMS est arrivé de mon ancienne voisine, Madame Lel, d'un numéro que je n'ai pas reconnu tout de suite. Ta famille est en plein chaos. Brandon crie sur ton père. Ta mère pleure. Il ne
s'attendait pas à ce que tu partes. J'ai longuement dévisagé ce message. Avant, j'aurais couru vers eux, je me serais excusé. Avant, j'aurais payé, calmé les esprits, économisé, arrangé les choses. Maintenant, j'ai posé le téléphone, je me suis préparé une tasse de thé, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé la brise emplir mon appartement d'une sensation que je n'avais jamais vraiment ressentie auparavant, la paix. Je n'étais plus leur solution. Je n'étais plus leur possession. Je n'étais plus leur pilier. J'avais brisé les chaînes. Et au plus profond de moi, pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose éclore. Un avenir qui m'appartenait enfin. La liberté n'est pas arrivée comme un feu d'artifice. C'est arrivé doucement, comme la première respiration après une trop longue immersion. Le lendemain de ma rupture avec mes parents, la lumière du soleil inondait mon appartement d'une façon que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ce n'était pas plus lumineux, mais c'était plus chaud. Peut-être parce que, pour la première fois de ma vie, je ne me réveillais pas au cœur de la crise de quelqu'un d'autre. Juste ma respiration, mon espace, mon choix. J'ai pris mon temps cette semaine-là, volontairement. Mon corps souffrait encore de l'effondrement, et mon cœur était blessé par la vérité à laquelle j'étais enfin confronté. Mais pour une fois, je me suis accordé du repos. Je me suis autorisé à guérir sans m'en excuser. J'ai officiellement commencé une thérapie, non pas parce que quelqu'un me l'avait conseillé, mais parce que je voulais comprendre comment on devient assez fort pour ne plus l'être pour les autres. Ma thérapeute, le docteur Keller, m'a écouté démêler des années d'épuisement et de culpabilité. Quand j'ai eu fini, elle m'a demandé « Qu'est-ce que ça ferait de vivre une vie que vous n'auriez pas à survivre ?» La question m'a bouleversé. Je n'avais jamais imaginé une version de moi-même qui ne souffrirait pas. J'ai fini par emménager dans un petit studio près du lac. Rien d'extraordinaire, mais la lumière du matin caressait les murs de doux reflets dorés, et d'une certaine manière, cela donnait à l'endroit un sentiment de chez moi que ma maison d'enfance n'avait jamais su éprouver. Elliot m'aidait à porter les cartons, faisant semblant qu'ils étaient plus lourds qu'ils ne l'étaient juste pour me faire rire. « Tu sais, dit-il, je crois que c'est la première fois que je te vois aussi libre. »« Vraiment » demanda-t-il. Il hocha la tête. « Oui, tu as l'air de quelqu'un qui s'est enfin souvenu qu'elle a sa propre vie. » Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais il avait raison. Pour la première fois, je n'attendais pas que mon téléphone soit submergé de demandes. Je ne calculais pas combien d'argent il me restait après avoir envoyé la moitié à la maison. Je ne répétais pas les excuses que j'avais apprises à présenter avant même que quiconque ne m'accuse de quoi que ce soit. J'existais, tout simplement, et c'était merveilleux. Les nouvelles de ma famille me parvenaient par de petits canaux, voisins, connaissances communes, parents éloignés. Je ne demandais rien, mais on me les donnait quand même. Le prêt a été annulé. La banque est intervenue. Brandon a enfin dû faire face aux conséquences qu'il avait évitées pendant des années. Maman a apparemment pleuré pendant des jours. Papa a crié sur tout le monde. Ils se sont accusés mutuellement, puis ils ont accusé la banque, puis ils m'ont accusé. Mais leur chaos n'était plus le mien. Leurs décisions ne m'incombaient plus. Leurs problèmes n'étaient pas les miens. Leur chute n'était pas la mienne. Ce fardeau les portait pour la première fois, là où il aurait toujours dû être. Un soir, alors que le printemps laissait place au début de l'été, je marchais au bord de l'eau et sentais la brise soulever mes cheveux. Mon cœur battait régulièrement, ma poitrine était libre, mes pas étaient assurés, et j'ai compris que je n'attendais pas une crise. Je ne me préparais pas à la prochaine exigence. Je vivais une vie qui était enfin la mienne, tout simplement. Mon effondrement n'avait pas été la fin. C'était le commencement. Le moment où mon corps m'a forcé à m'arrêter suffisamment longtemps pour voir la vérité. On ne peut pas continuer à sauver des gens qui refusent de se prendre en main. Et on ne peut pas continuer à appeler cela de l'amour quand il s'agit de sacrifices sans choix. J'ai choisi de me prendre en main. Et ce choix ne m'a pas rendu égoïste. Il m'a permis de me reconstruire. Alors, si jamais on me demande ce que j'ai appris le jour où je me suis effondré sur scène lors de ma remise de diplôme, voici ma réponse. Parfois, le corps cède parce que le cœur a résisté trop longtemps. Parfois, seul un non peut nous sauver. Et parfois, la vie que l'on est censé vivre commence à l'instant où l'on s'éloigne.